Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Je l'ai vu l'autre jour, elle était avec Jean-Claude, 57 ans. Le gars, il est éleveur de porcins dans un petit village. Le premier magasin, il est à 138 km. Il est dans le Cantal. Il vit avec sa mère. Ils ont 12 dents à eux deux. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. Nous sommes en guerre. Eh ben dis donc, nous sommes vraiment en guerre. Hein. Nous sommes vraiment en guerre et ça continue encore et encore, comme on le sait. Ça continue d'abord avec... on est peut-être plus en guerre d'ailleurs. Les agriculteurs, toute la semaine dernière, on attendait Paris, Rungis, etc. Les autoroutes étaient bloquées. Paris encerclé. Paris bientôt affamé. Mais Paris, dégagé. Est-ce que tout le monde ou presque est rentré chez soi? Mais y avait-il le choix? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Nous avions reçu Sébastien Béraud avec plaisir, éleveur laitier, et nous allons le recevoir. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé et on va essayer de comprendre un peu de ce qui va se passer aussi. Et puis cette attaque Gare de Lyon, 3 blessés dont un très gravement en danger de mort actuellement, par un Malien vivant en Italie qui raconte combien il aime la France, entre guillemets et entre 40 guillemets, et qui, arrivant en France il y a 3 jours, n'a trouvé rien de mieux que d'attaquer au marteau, Gare de Lyon, un certain nombre de gens qui passaient par là. Voilà. Ça s'appelle, chez certains, le sentiment d'insécurité, n'est-ce pas ? Et puis, nous allons parler des perles, des huées, bravo, comme d'habitude, Emmanuel Vargon, ce qui se passe à Lille et ailleurs. Nous allons parler aussi de Julian Assange, dont le procès, vous savez, le célèbre lanceur d'alerte, qui croupit dans une prison de Londres depuis déjà des années, et dont le procès va débuter bientôt. Et enfin, nous allons recevoir l'essayiste Gaël Brustier, qui explique la dictature des analphabètes. Pourquoi on en est là? On en parle tout de suite. À vous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Mais faut-il aimer la viande de Nouvelle-Zélande ou du Chili ou d'Australie, etc. Surtout quand elle est labellisée Origine France ou encore Union Européenne? Où en est-on? Après la semaine qui devait ébranler la France, on en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ah, c'est fini. Je sais pas si c'est fini. Hein. De toute façon, il y a, comme disait Jean-Louis Aubert, c'est fini, mais c'est peut-être pas un divorce quand même. En tout cas, effectivement, depuis la semaine dernière, on a vu... Après cette ces extraordinaires journées où des milliers de tracteurs, des dizaines de milliers d'agriculteurs s'étaient assemblés pour bloquer les autoroutes et pour converger sur Paris, effectivement, apparemment, ça s'est arrangé avec le gouvernement qui a promis un certain nombre de mesures et on a entendu effectivement des choses assez diverses. Et nous avions reçu la semaine dernière quelqu'un qui était très véhément, qui expliquait les choses, Sébastien Béraud, qui est éleveur laitier, agriculteur en Haute-Loire. Bonjour Sébastien Béraud. Bonjour. Bonjour. Et on vous a entendu avec d'ailleurs Monsieur Rousseau, le président de la FNSEA, dans un dialogue qui ne va pas passer comme ça, qui va rester d'ailleurs dans les annales, je dirais. Mais surtout, je voudrais vous faire réagir avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Sébastien Béraud, d'une petite séquence humoristique qui a eu lieu dans l'émission de Léa Salamé sur France 2, Quelle époque. Et il y avait l'humoriste qui a fait un petit sketch à propos de Karine Le Marchand et de L'amour est dans le pré. Écoutez.
Non, moi j'adore, en plus Karine Le Marchand c'est ma copine, c'est une super coach de vie parce qu'elle a une façon vraiment unique de motiver les candidats. Je l'ai vu l'autre jour, elle était avec Jean-Claude, 57 ans, le gars il est éleveur de porcins dans un petit village, le premier magasin il est à 138 km, il est dans le Cantal, il vit avec sa mère, ils ont 12 dents à eux deux, tu vois. Et Jean-Claude, il dit, je gagne 512 € par trimestre, je travaille 7 jours sur 7, 17 heures par jour. Et là, Karine, elle lui fait, je ne comprends pas pourquoi tu es célibataire. Voilà, rire de l'Assemblée, parmi laquelle il y avait Gérard Larcher, notamment le président du Sénat. Moi, je suis pour l'humour et la liberté d'expression, mais Sébastien Béraud, est-ce vraiment de l'humour quand on reprend la fameuse expression des 100 dents, chère à François Hollande, et quand on dit il travaille 70 heures, et lui et sa mère, ils ont 12 dents à eux deux, et comment il va rester célibataire? Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que c'est une insulte aux paysans. On est maltraités. Ça fait 20 ans qu'elle existe, cette émission. Et on n'a jamais rien réglé parce qu'ils continuent à faire du buzz sur notre dos. Ils sont contents qu'on n'y arrive pas. Parce que si on avait des revenus décents, si on pouvait vivre comme toute la société, il y a un bon moment que l'amour est dans le pré n'existerait plus. Parce que, pourquoi il y a l'amour est dans le pré? Parce qu'on n'a aucun revenu. Donc, quand vous avez aucun revenu, qui voulez-vous? Les filles, elles ont du mal à se mettre avec des agriculteurs comme nous. Elles savent très bien qu'on ne sera jamais à la maison, que pour élever des enfants, ils verront jamais leur père. À un moment donné, il faut régler les problèmes à la source. Moi, je trouve que Karine Le Marchand, moi, je l'invite sur mon exploitation. Je lui ferai voir vraiment ce que c'est la vraie France, parce que il faut quand même savoir qu'avec cette émission... Là, c'est pas Karine Le Marchand qui a fait cette plaisanterie. Oui. C'est l'humoriste. Oui. Ouais, mais elle s'est quand même servi des manifestations la semaine dernière pour amener des pains au chocolat, tout ça. Elle s'est fait son buzz, encore une fois, sur le monde paysan. Ouais. Il faut quand même savoir qu'il y a des agriculteurs qui sont allés sur son émission qui se sont suicidés. Il faut pas l'oublier. Parce qu'ils ont eu un mauvais personnage. Parce qu'en fait, ils essayent de représenter la population pour faire du buzz. Et il y a des personnages, des agriculteurs qu'on leur a fait un faux personnage. Et moi, j'en connais, et je vous garantis qu'ils ont eu du mal à s'en remettre, et malheureusement, on a eu des suicides. Oui, c'est un problème, en tout cas, ce problème de la médiatisation et de l'humour, en tout cas, faut savoir quand même manier cela, mais... Je voudrais revenir donc à ce qui s'est passé à l'essentiel, Sébastien Béraud. Rappelez-vous quand vous êtes venu ici, à l'émission, à Sud Radio, chez nous, vous avez dit, écoutez, vous allez voir, Salon de l'agriculture, ça va pas se passer comme ça, on va à l'Assemblée nationale, on va y aller et on va pas arrêter comme ça. Et là, je voudrais juste, avant que nous n'abordions ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça, et qu'est-ce qui risque de se passer ensuite, que un fragment de votre discussion avec Monsieur Rousseau, le président de la FNSEA. Ça s'est passé il y a quelques jours. Écoutez. Ça s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'est annoncé pour la viande bovine et pour le lait une aide de 150 millions d'euros. Mais ça représente rien du tout. Mais ça sert à rien, ces aides. On veut pas des aides, on veut du revenu. Moi, je produis du lait qui me coûte 60 centimes, je le vends 40. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ces aides? Ça fait 30 ans qu'on touche des aides. Il n'y a plus personne dans les campagnes. Il n'y a plus personne, monsieur Rousseau. Descendez en Haute-Loire. Il n'y a plus personne. Je ne suis pas quelqu'un d'extrémiste. Je veux me battre en agriculture. Nos anciens se sont battus. Ils ont fait la guerre des tranchées pour passer les poches dehors. Nous, on n'est pas capable de continuer 3 jours de plus pour arrêter ces putains d'accords de libre-échange. On est des mauviettes. Moi, j'ai honte par rapport à mes anciens. Je vous le dis, j'en ai honte. Je viens d'installer mon fils le 1er janvier. Il est chiade comme la moitié des gars. Moi, je me bats pour les chiades, putain. Je vous le dis. Il faut qu'on se batte pour nos jeunes. On est morts sinon. Il faut continuer. Il faut rentrer dans Paris. Il faut les mettre, les tracteurs, sur les Champs-Élysées. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, monsieur. Laisse-le parler. Laisse-le parler. La coordination rurale, j'en ai rien à foutre. Il faut que tout le monde monte à Paris. On enlève les drapeaux syndicaux. On met le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est la France profonde. On a le peuple français avec nous, monsieur Rousseau. Alors Sébastien Béraud, avez-vous vraiment le peuple français avec vous? On peut se poser la question, puisque effectivement, très 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 vite, la FNSEA, la coordination rurale, les jeunes agriculteurs ont décidé de plier bagages, pour des raisons d'ailleurs qui se comprennent, légitimes. On peut pas laisser les champs, les bêtes, etc. comme ça, évidemment. Et à part la coordination paysanne qui continue un peu à bloquer de temps en temps, notamment ce matin, les entrepôt de casino, un entrepôt de casino. Au fond,
Je voudrais savoir votre sentiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, alors que le mouvement prenait de l'ampleur, et je n'ai pas de jugement à faire, absolument pas, évidemment, et à quel titre, qu'est-ce qui fait que vous avez dit, bon ben voilà, on arrête, on ne peut pas faire autrement, on arrête? Parce que on a été vendu encore une fois de plus par la FNSEA, par M. Rousseau, contre 1000 euros par exploitation, 150 millions d'euros pour 150 000 exploitations qui font de l'élevage. On a été roulé, et le même jour, on a quand même donné la France a donné 10 milliards sur les 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Ouais. Donc, on a été volé une fois de plus, ça fait 30 ans que ça dure. Donc, bien entendu, les adhérents n'étaient pas d'accord. Mais le problème, c'est que après, quand vous devez lever les barrages, quand les blindés se sont enlevés, si vous restez là, on vous saisit les tracteurs, on vous met 7 000 euros par tracteur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait demi-tour. Mais avant de faire demi-tour, ils ont fait brûler les drapeaux de la FNSEA parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ça, c'est quelque chose qui a été inédit. Quand ils m'ont entendu, tout ce que j'ai pu leur amener, même les voisins de Rousseau, les agriculteurs qui ont 700 hectares, qui sont à la tête de la FNSEA, c'est eux qui ont fait brûler les drapeaux. Donc, on a perdu une guerre, mais on n'a pas perdu la guerre. Là, on est retourné dans une bataille. Vous avez perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre, vous dites, c'est ça? Voilà, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, excusez-moi. Mais là, on s'est replié, on est en train de faire le boulot qu'on a à faire sur les exploitations, mais le prochain coup, on va pas se louper. Parce que des gars comme moi, il y en a beaucoup. La FNSEA, ils représentent qu'un quart des paysans, et même leur base est en train de leur échapper. Donc, il faut qu'on crée vraiment un mouvement indépendant, qu'on soit pas l'opposition contrôlée et qu'on n'ait pas à se faire récupérer par l'État. C'est ça qu'il faut faire. Alors, justement, comment? Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'impression qu'on a, c'est effectivement, et ce n'est pas nouveau, il y a, et je comprends encore une fois, enfin, on le comprend, nous, de l'extérieur, mais on se dit, comment avancer, comment tout ce qui a été dit. Alors, on a dit déjà, de la fiscalité sur le gazole non routier, bel et bien abandonné, mais on sait que c'est 600 € par an, les contrôles annoncés, effectivement, ont débuté, d'autres mesures, versement des dernières aides issues de la PAC 2023 d'ici au 15 mars, etc. Vous dites, au fond, tout est là, les problèmes sont là, la colère est là, et ça va recommencer. Mais on n'a rien réglé. La PAC, normalement, on aurait dû la toucher depuis début novembre. Ceux qui l'ont pas touché, c'est juste de l'argent qu'on leur doit. C'est pas un plus. Mais c'est pas ça qu'on veut, nous, des primes, toujours des primes. Tout ça, c'est de l'agribashing, c'est un écran de fumée. C'est pour faire diversion. Ils nous amusent. Nous, ce qu'on veut, on veut des prix. Et pour avoir des prix, il n'y a pas 50 solutions. On est obligé de changer ce système. Et il faut sortir de l'Europe. Parce que ce système, vous voyez bien, ils signent des accords de libre-échange toutes les semaines. Et à chaque fois, ils nous mettent en concurrence. Donc, il va venir un jour, qu'on pourra plus vivre parce qu'on est incapable de produire un tel prix par rapport aux importations. Alors qu'on nous demande de faire de la qualité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont complètement déconnectés avec la terre. Mais Sébastien Béraud, justement, à ce propos, et d'ailleurs pour donner de l'eau à votre moulin, 230 000 tonnes, effectivement, de poulets ukrainiens versés à l'Europe en 2023. Enfin, vendus à l'Europe et marqués origine Union européenne, alors que chacun sait que l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, enfin jusqu'ici, et ça vaut 3,16 € le kilo, alors que le poulet, c'est 6,80 le kilo en France. Mais qu'est-ce qui fait que ça peut continuer et que, au fond, on a l'impression qu'il y a une espèce d'impunité, impunité étrangère, impunité européenne, impunité libre-échangiste qui continue à fonctionner sans problème? C'est très simple. À la tête de la FNSEA, on a des grands groupes. Et il y a toutes des ramifications. En fait, l'agroalimentaire, il gagne aussi bien sa vie en allant chercher du poulet en Ukraine ou dans les autres pays de l'autre côté de l'Atlantique que par le fait que ce soit nous qu'on le produit. Donc, vu qu'on est dans un système de financiarisation de l'agriculture, il faut que l'agroalimentaire, il gagne bien sa vie, que ça soit coté en bourse. Donc, du moment où il gagne bien sa vie, et que le groupe Avril gagne bien sa vie, dont est le président, M. Rousseau, au conseil d'administration, ils s'en foutent complètement de la base. C'est juste le pouvoir financier, là. On parle plus de la terre et des paysans, on parle du pouvoir financier avec le système bancaire, le système boursier. C'est là que c'est complètement utopique, ce système. Mais alors, comment peut-on changer? Alors, justement, à part vous dites, sortons de l'Europe, mais est-ce que ça va changer au niveau des grands distributeurs, de la coopérative et des paysans? C'est-à-dire, comment ce système, parce que c'est là où, honnêtement, on ne comprend pas, ou en tout cas, on ne perçoit pas, comment peut-on changer le système de façon à ce que vous, agriculteurs, la base
masse, comme vous dites, enfin les centaines de milliers, effectivement, qui vivent, mais juste et encore presque dans la survie, comment peut-on faire pour casser ce système qui consiste à ce que quand moi, je vais acheter, moi, consommateur, 100 € de caddie dans le supermarché, vous recevez 6,50 €. Comment peut-on faire? On l'a pas compris encore. Concrètement. Parce qu'ils nous payent nos produits pas chers, parce que on peut pas être compétitif. Vu que le lait qui vient de Nouvelle-Zélande, on n'est pas compétitif. Donc, ils nous font quitter notre roc à chaque fois. Mais ça peut plus durer. On voit bien qu'avant les années 1990, quand on avait des frontières et qu'il n'y avait pas de toutes ces importations, certes, c'était pas la panacée, mais quand même, on avait 3 fois plus d'agriculteurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on perd 50 exploitations par jour. Il faut m'expliquer comment il faut faire pour arrêter cette saignée, si ce n'est de fermer les frontières. On voit bien que la mondialisation, c'est le bas peuple qui en est les premiers tributaires de ce système. C'est un système pourri, mafieux. 50 exploitations par jour qui ferment, vous dites en ce moment, en France. Et 2 suicides. Et 2 suicides, oui, effectivement, ça, hélas, on le sait que trop bien. Mais dites-moi, en fait, donc vous dites le protectionnisme, quelque part. Il faut un vrai protectionnisme. C'est ça, Sébastien Béraud. Oui, il faut un vrai protectionnisme. C'est-à-dire, j'en ai parlé avec des économistes qui sont très pointus. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce que je vous dis. Ils me disent la seule solution pour arrêter cette mondialisation et que vous disparaissiez, c'est de sortir des accords de libre-échange. Mais pour en sortir, on sera jamais tous d'accord au niveau de l'Europe, parce qu'il y en a trop qui ont gagné. Les Allemands, ils ont trop à gagner à vendre des voitures. Même la France, on vend des avions. Mais nous, les agriculteurs, on se fait prostituer. Ouais. Ah, on vous entend plus là. La seule solution, c'est de sortir de cette Europe cannibale qui est là pour nous faire disparaître. On le voit bien, Van der Leyen, elle veut qu'il n'y ait plus d'élevage. Parce que soi-disant que nos vaches, elles pètent, elles rotent, elles polluent à hauteur de 20% des effets de serre. Par contre, tout ce qui est importé, on dirait que ça pollue pas. Mais monsieur Berkoff, vous êtes bien d'accord avec moi que ces gros tankers qui vont mettre 6 mois pour venir de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs, faire 20 000 km, ils roulent pas à l'eau, ils roulent avec du pétrole. Le pétrole, c'est des dioxines. La preuve, ils veulent supprimer les voitures pour mettre de l'électricité. Donc nos voitures, elles pollueraient en dioxines, en ox et compagnie, mais pas les tankers. À un moment donné, il faudra peut-être se mettre tous autour d'une table et qu'on tape du poing sur la table et qu'on dit c'est qui pollue, c'est les paysans ou c'est les tankers. On sait combien polluent les tankers. Hein. Ça pollue autant que 5 millions de voitures. Enfin, et ça, on l'a dit et tout le monde l'a dit. Merci Sébastien Béraud et tenez-nous au courant. Donc vous dites, c'est juste une pause et on va voir ce qu'on va voir. C'est obligé. Ça va mal finir cette affaire. Je vous le dis, ça va mal finir. Parce qu'on n'a rien plus à perdre. On est déjà morts, nous. On peut que renaître de nos cendres. Donc, une bête blessée, voilà. On peut comparer les humains à une bête. La bête, quand elle est blessée, elle peut être... Elle peut être offensive. Merci Sébastien Béraud. Merci Sébastien Béraud d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant. On va parler de l'attaque au couteau qu'il y a eu ce week-end Gare de Lyon à Paris. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Il y en a qui aiment tellement la France que même quand ils ont des papiers en Italie, que même ils séjournent en Italie de façon tout à fait légale, ils ont envie de venir en France. Et quand ils viennent en France et ils arrivent Gare de Lyon, ils expriment leur amour de la France d'une certaine façon. Écoutez. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et tant que c'est Véronique Sanson, tout va bien, et la chanson est magnifique. Mais quand c'est exprimé autrement, quand on a entendu et vu sur TikTok un Malien, monsieur Kassogué, s'exprimer ainsi, et il avait 40 000 vues sur TikTok, il a fait énormément, en tout cas il a fait beaucoup de vidéos, écoutez en tout cas l'une d'entre elles. Je ne suis pas français, je ne rêve pas d'être français, je n'aime pas la France, je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France, car c'est les Français qui m'ont privé mon droit de vivre.
C'est les Français qui m'ont ôté ma dignité. C'est les Français qui ont volé mes biens. C'est les Français qui ont pillé de A à Z tout mon pays, tout mon continent. C'est les Français qui ont pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage. C'est les Français qui ont forcé mes grands-parents à faire les travaux forcés pour pouvoir régler leurs comptes, leur économie. Voilà, résumé effectivement quelques siècles de rapport entre, en tout cas, ce que ce monsieur pense de l'Afrique et ce qu'il pense de la France. Droit de vivre, on m'a ôté mon droit de vivre. Pillage, oui, pillage, il n'y a pas eu d'autre pillage. Esclavage, il n'y a pas eu de traite négrière, on a eu 3, je rappelle, avec 11 millions de castrés par la traite arabo-musulmane, et combien la traite atlantique, on la connaît, et d'autres, etc. Voilà. Donc, il exprime effectivement sa haine de la France. Bien. Mais après, il arrive donc samedi, il est Gare de Lyon, et Gare de Lyon, il blesse très grièvement 3 personnes, dont une est effectivement en pronostic vital. Il a 32 ans. Il avait un titre de séjour régulier délivré en 2019 par les autorités italiennes. Il est en Italie depuis 2016. Il arrive en France et voilà. Alors on dit que effectivement il voulait vouloir tuer des gens, mais pas de motivation religieuse, pas des motivations jusqu'ici racistes, pas de. Alors peut-être est-ce qu'il est sous il paraît qu'il est sous antipsychotique, antiépileptique. Tout ça est encore évidemment très 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 flou puisque l'enquête doit suivre sur lui, et il a été remis en garde à vue après qu'on voulait le mettre en hôpital psychiatrique. Pierre Gentillet, bonjour, vous êtes avocat. Cette histoire encore une fois, mais on peut penser à Lola, on peut penser à Mireille Halimi, on peut penser à un certain nombre de cas, hélas, et de cas et de morts et d'attentats que nous avons connus. Mais là, ici, on dirait que ça résume tout, quelque part. C'est un condensé de... Ce sujet, c'est un sujet à tiroir. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un sujet effectivement psychiatrique, on va voir, on a un sujet potentiellement terroriste, on a un sujet migratoire, on a aussi un sujet européen, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais disons que c'est un révélateur d'un nombre incroyable, et malheureusement de plus en plus régulier, de défaillances, qui sont, il faut le dire, des défaillances d'État. J'évoquais la question migratoire, c'est un sujet d'État. La question psychiatrique aussi, si tant est que ce monsieur est bien considéré comme ayant un discernement aboli au moment de l'acte. Il me semble avoir entendu encore il y a quelques mois un psychologue en parler. La psychiatrie en France, c'est dramatique. C'est dramatique. On dit c'est un parent pauvre. C'est un euphémisme. L'état de la psychiatrie en France est catastrophique. Donc voilà, tout ça, en fait, c'est un sujet à tiroir d'un certain nombre de défaillances, mais qui ne vont pas s'arranger. Mais alors, défaillance européenne, par exemple, il avait un titre légal, parlons de cela, Pierre Gentillet. Il avait un titre légal, et c'est Schengen, il peut venir en France, dans toute l'Europe. Et on peut se dire que tout va bien. J'ai écouté le préfet, je crois qu'il est préfet, Laurent Nunez, préfet de Paris, s'exprimer après l'attentat en direct sur le lieu du drame. Et c'est intéressant d'écouter ce qu'il disait. Il disait avec un timbre de voix presque rassurant, l'air de dire moi j'ai fait mon travail. Cet homme était en situation régulière, il avait un titre de séjour, je crois un permis italien, et il est de nationalité malienne. Sous-entendu, tout va bien quoi. Tout va bien. Mais je vais vous dire une chose, c'est encore plus dramatique que cet homme ait été en situation régulière que s'il avait été en situation irrégulière. Vous voyez ? Par ailleurs, je fais une petite incise. C'est que s'il avait été en situation irrégulière et qu'il avait voulu passer donc de l'Italie vers la France, je vous rappelle que depuis une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et depuis une jurisprudence du Conseil d'État d'il y a quelques jours, dont on a un peu parlé, on n'aurait pas pu, quand bien même on l'aurait interpellé, on n'aurait pas pu le refouler au-delà des frontières françaises. Oui, parce que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État a changé. Le Conseil d'État est obligé de s'adapter à une jurisprudence européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne qui date, si ma mémoire est bonne, de septembre dernier. Qui dit quoi exactement ? Alors, cette jurisprudence s'appuie sur une directive européenne qui s'appelle la directive Retour
et qui sanctionne le fait de refouler dans des frontières intérieures à l'Union européenne, entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne, France et l'Allemagne, etc. Quelqu'un, même s'il est en situation irrégulière. Pourquoi ? Parce que le principe, je ne vais pas entrer dans la technique juridique, mais le principe, c'est que je vous rappelle que depuis Schengen, nous avons délégué, je dis nous, les États membres, la gestion de nos frontières à Frontex. Seulement voilà, Frontex ne fait pas, on a un ancien patron de Frontex, Patrice Légéry, qui avait démissionné à ce propos, Frontex ne fait pas clairement son travail de vérification des frontières. Donc non seulement nos frontières ne sont pas assurées par l'Union européenne au niveau extérieur, mais en plus de cela, nous n'avons pas la possibilité, sous peine de sanction, parce que tout ça c'est sanctionné, l'État français sera sanctionné, de contrôler nos frontières intérieures. Donc vous voyez, quand bien même cette personne aurait été en situation irrégulière, il n'est pas dit que nous aurions pu là quand même, il y a quelque chose qui me frappe, enfin je ne sais pas, alors définition du racisme, parlons-en, mais quand ce monsieur dit « je hais les Français qui nous ont colonisés, qui nous ont pillés, qui nous ont réduits en esclavage, je les hais » et passe à l'acte, puisqu'il a au marteau d'ailleurs et au couteau, enfin voilà, il a fait ce qu'il a fait Gare de Lyon samedi. Alors effectivement, on va voir si l'expertise psychiatrique, ce qu'elle donnera. Mais est-ce que on ne peut pas parler, c'est quoi? C'est de la xénophobie si je hais les Français ou je hais n'importe quel peuple? C'est pas du racisme, ça? Alors ça peut être, il peut y avoir effectivement un caractère raciste ici à l'atteinte aux personnes. D'abord, vous l'avez bien mentionné, je vais quand même le rappeler, c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut d'abord établir si cette personne, au moment où elle a commis l'acte, d'accord, était bien dans un état de conscience. D'accord, ça c'est une première chose. Mais ça vraiment c'est important de le rappeler. En ma qualité d'avocat, je suis obligé de le rappeler déontologiquement. Bien sûr. Ensuite, s'il se trouve que son discernement n'était pas aboli au moment des faits, oui, va se poser la question de la qualification. Alors plusieurs qualifications sont possibles. La première, vous l'avez dit, effectivement, c'est une agression à caractère potentiellement raciste. Voilà. Mais il y a aussi une autre qualification, c'est la qualification d'acte de terrorisme. Terrorisme, oui. Puisque je vous rappelle que depuis 2016, dans notre droit, sont considérés comme des actes de terrorisme, non pas seulement les actes qui sont commis en lien avec une organisation, par exemple, autrefois Daesh, Al-Nosra, etc., mais aussi en lien avec une entreprise individuelle. Vous pouvez aller voir, c'est dans le code pénal. Aussi, une entreprise individuelle, c'est le projet qu'il avait. Et si ce projet était conscient, réfléchi, et qu'il avait effectivement un but clair et affirmé de provoquer ici des attentats au nom ici d'une idéologie, au nom aussi d'une certaine vision du monde, qu'on entend de plus en plus. Son idéologie, mais c'est l'idéologie décoloniale. Vous savez, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que si, je prends beaucoup de pincettes, mais il y a une évidente responsabilité, quand même cette personne était consciente ou non au moment des faits, d'un certain nombre de discours qui, en plus sur le plan de la rationalité, sont faux, et sont les discours effectivement décoloniaux, qui consistent à dire l'Occident est responsable, porte tous les péchés du monde depuis l'origine de l'humanité, d'accord. Et conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, la conclusion, c'est que même certains fous, si tant est qu'ils soient fous, eh bien se saisissent de ces discours. Et attendez, il y a plus grave encore. Et ça, on l'a pas assez dit. Cet homme avait un compte. Alors si c'est bien le compte TikTok qu'il gérait, mais il semblerait que c'est le cas, un compte TikTok où vous avez passé un extrait d'ailleurs, ce qui était de son compte TikTok. Cet homme a été suivi par plus de 40 000 personnes, donc potentiellement aussi d'autres fous. Vous voyez, donc en fait, tout ça, c'est une responsabilité en boule de neige. Et il faut remonter à l'origine de la chaîne. Et l'origine de la chaîne, c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Alors, je suis pas pour criminaliser les discours, je suis attaché à la liberté d'expression. Mais ce discours ne souffre d'aucune contradiction. Ce discours s'exprime sur le service public. Ce discours a pignon sur rue sur le service France Inter, France Culture. J'en parle même pas, j'écoute France Culture assez régulièrement. Ou même ailleurs. Sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, etc. Je précise que je ne suis pas pour son interdiction, mais le problème, c'est que on ne porte que très peu la contradiction à ce type de discours qui est faux et qui, je le dis ici, vous voyez, dans l'oreille de dingues ou de gens conscients, on va voir, peuvent provoquer des drames. Des drames. C'est-à-dire que là, je l'ai dit, si cet homme n'était pas fou, alors
on pourra peut-être retenir la qualification d'acte terroriste au nom d'une idéologie et peut-être même un acte terroriste décolonial. Oui, parce qu'on a remarqué, vous savez, on va pas évoquer toutes les affaires Mireille Halimi, Mireille Knoll et compagnie, et ça se conclut en général, je dis pas, on ne discute pas la chose, c'est simplement, voilà, il avait des bouffées délirantes, rappelez-vous les bouffées délirantes, les déséquilibrées, au moment de l'acte, il avait, alors on va dire encore, voilà, au moment de l'acte, il avait des bouffées délirantes. Mais je vais vous dire quelque chose, André Berkoff. À la limite, moi je m'en fiche. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'origine de l'origine, la base de la base, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, c'est le sujet migratoire. Nous n'avons pas vocation à accueillir tous les fous de la Terre. D'accord, c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fous dans le monde qui se baladent, et contrairement à ce que disent certains à l'extrême gauche, on n'a pas à se transformer en hôpital psychiatrique. D'accord, on n'a pas à prendre en charge tous les fous. Ce qui suppose donc à l'origine de reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Ça, c'est quand même l'origine de l'origine. Je le rappelle, s'il n'y avait pas Schengen, si cet homme avait été contrôlé à l'entrée même des frontières européennes, l'attentat, si le caractère terroriste est reconnu, l'attentat n'aurait pas eu lieu. C'est ça. Et oui, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, c'est un révélateur de toutes nos défaillances en réalité, et le sujet d'origine est migratoire. On s'est félicité presque que cet homme soit en session régulière, mais c'est un drame. Vous savez, quand on accueille chaque année entre 400 000 et 500 000 personnes par an, d'accord, je parle d'ici de séjour plus du droit d'asile, comment voulez-vous que l'on contrôle je ne parle que de l'immigration régulière, comment voulez-vous que l'on contrôle tous les profils types, profils psychologiques, des gens qui entrent dans tout pays normal, on devrait faire ce genre d'examen à l'entrée aux frontières. Cela dit, Pierre Gentil, au pauvre Hector Quay, qui a aussi des fous en France, enfin français. Oui, et raison de plus pour ne pas en accueillir davantage. Voilà, des dangers mortels. Non, effectivement, ce qu'il y a, c'est que ça traduit tout à fait les failles. En fait, on a une raquette avec des trous, ou presque. C'est ça le problème. Il n'y a plus de raquette. Enfin, excusez-moi, c'est une raquette sans maille. Ici, je vous l'ai dit encore une fois, on est dans une situation migratoire qui est l'origine du problème. C'est pour ça que je ne voudrais pas que la psychiatrie soit ici le paravent du sujet de fond qui doit nous occuper. Quand bien même il y a des fous qui se baladent sur la Terre, pourquoi vont-ils tous en France? Par ailleurs, pourquoi y a-t-il autant d'attaques au couteau en France? Je rappelle, au moins 120 attaques au couteau par jour. Là, on en parle d'une seule. Combien d'autres ne sont pas élucidées? Combien d'autres ne sont pas présentes dans les médias avec potentiellement des motifs terroristes, vous voyez, avec très potentiellement des gens qui ne sont pas en situation régulière. Voilà, ça c'est un sujet de fond. Ouais, et puis on a vu, enfin, quand on parle, qu'on voit quelques OQTF qui sont à la télévision, et c'est pas, ça ne me gêne pas du tout. La loi immigration n'y changera rien. Mais ils sont là, ils donnent leur nom, etc. Normalement, on se dit si l'OQTF, peut-être la police va l'attendre à la sortie du studio. Pas du tout. Il n'y a aucun problème. Enfin, impunité absolue, c'est intéressant, hein, pour le moins. Merci Pierre Gentil. Merci à vous André Berkoff. Merci Pierre Gentil d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et puis on revient bien sûr avec les perles, les huées, les bravos d'André Berkoff. Vous allez voir, il y a de l'eau dans le gaz, mon cher André. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, vous savez pourquoi on augmente le gaz? Eh bien parce qu'on baisse la consommation. Comme la consommation a baissé, on va l'augmenter. Alors vous dites, mais c'est n'importe quoi. Eh bien, on va en parler. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Nous garantons que c'est entre le jazz et la java, tout va bien. Mais quand on nous dit que le 1er juillet, hausse des tarifs de gaz, au 1er juillet prochain, le facture de gaz, et oui, vous avez vu pour l'électricité, déjà, ce ne serait pas moins, c'est 10%, non, c'est 9,94%. Au 1er juillet prochain, la facture de gaz va augmenter de 5,5 à 10,4% pour les Français. On ne sait pas, on verra. C'est pas la tête du client, mais enfin voilà, on verra. Ça a été annoncé vendredi dernier, la commission de régulation d'énergie et le gestionnaire du réseau GRDF. Voilà. Augmentation
Augmentation, mais pourquoi? Alors que le prix repère du gaz, pour janvier 2024, a baissé de 4% après des mois de hausse successive. Et on dit, ah oui, mais c'est essentiellement lié au fait que la consommation baisse. Alors Emmanuelle Wargon, qui est présidente de la Commission de régulation de l'énergie, qui a été ministre, comme vous le rappelez, eh bien, elle est interrogée par une journaliste de RMC. Écoutez. Sauf que là où effectivement je ne comprends pas, c'est que l'explication donnée, c'est que comme il y a moins de monde qui est au gaz et que les gens qui sont au gaz ont fait un effort pour en consommer moins, en quelque sorte ils sont punis parce que comme ils sont moins nombreux, il faut leur faire payer un peu plus cher pour qu'on continue à maintenir les réseaux. Alors ça c'est un raccourci. Est-ce que c'est faux? Est-ce que ce que je viens de dire est faux? Raconter comme ça, c'est faux. Ça marche pas comme ça. Je vais essayer de vous expliquer. Les dépenses pour entretenir les tuyaux, elles sont en légère augmentation. Elles augmentent parce que un peu d'inflation, parce que forcément les salaires augmentent pour suivre l'inflation, et puis parce qu'il faut investir dans des nouveaux tuyaux et investir dans des tuyaux pour le nouveau gaz, le gaz vert. Donc cette masse de dépenses, elle augmente un peu, pas énormément, mais un peu. Simplement, il faut qu'elles se répartissent sur moins de consommateurs et moins de consommation. Le nombre de consommateurs a baissé, le volume de consommation a baissé. Donc si vous répartissez, ça fait plus par consommateur. Voilà, ça fait un petit peu plus par consommateur. Mais c'est pas une punition. Alors là, c'est formidable. Parce que la journaliste lui pose la question, effectivement, attendez, on est moins de consommateurs et on va dépenser plus. Non, c'est pas ça, vous avez fait un raccourci. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Comprenez, ça coûte cher, là, ça coûte, les entretiens de tuyaux, il faut en faire d'autres pour le gaz vert, etc. Il y a des dépenses, c'est l'inflation, les salaires, donc ça augmente. Ça n'a pas augmenté, non, mais ça augmente. Bien. Première chose, augmente. Donc, le problème, c'est que ça se répartit sur moins de consommateurs. Et oui, les Français consomment moins, il y a moins de Français qui consomment du gaz. Donc, évidemment, ça augmente. Donc, elle a dit très exactement la même chose, mais enrobée. Vous voyez, qu'en termes galants, ces choses-là ne sont pas dites. Intéressant, vous voyez, c'est comme ça. Ça s'appelle de la communication. Avant, ça s'appelait de la propagande, mais c'est pas un bon terme. Donc, communiquons, là, on est bon. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Soucha, Lomambo, ça va, oui, c'est très bien. Mais alors, vous voyez, c'est intéressant parce que là, on ne parle pas d'attentats, on ne parle pas de massacres, on ne parle pas de tout cela. On parle de quelque chose qui est totalement, je dirais, symbolique de ce qui se passe dans notre cher et doux pays. Le juge des libertés et de la détention de Lille a remis en liberté ce samedi 7 clandestins, dont des OQTF, visés par une mesure d'éloignement. Le motif, ils n'ont plus accès au téléphone du centre de rétention détérioré par les occupants du centre. Voilà, c'était samedi, donc le juge a dit, allez, on remet en liberté 7 étrangers en situation irrégulière, 4 Algériens, un Soudanais, Marocain et un Géorgien, visés par une mesure d'éloignement du préfet. Voilà. Alors, pourquoi ? C'est très simple. Le juge a estimé, vous savez que c'est le juge qui décide de les garder en détention ou pas après leur placement, a estimé que le placement des 7 individus contrevenait aux droits fondamentaux des étrangers prévus par le Code de l'entrée et du séjour, car ils ne pouvaient pas communiquer librement avec les personnes de leur choix. Voilà. Le droit prévoit en effet que les étrangers placés en rétention administrative doivent disposer d'au moins un téléphone en libre accès pour 50 retenus. Or, plusieurs des cabines téléphoniques du CRA, Centre de rétention administrative de Lille-Lesquin, avaient été détériorées. Alors effectivement, simplement, il avait été détérioré. Simplement, on l'a dit, et les responsables du CRA, un technicien des télécoms devait venir le 8 février pour remplacer les cabines téléphoniques défectueuses, mais voilà, non, on n'avait pas à attendre. D'autres ont eu des portables, non, on n'avait pas à attendre. Il dit, il n'est pas établi, dit le juge, que depuis ce témoignage, les téléphones ont été réparés. Donc, comme il y a 48 heures ou un peu plus de retard, on les libère. C'est-à-dire que la libération ou non d'un certain nombre de clandestins d'OQTF ou de situations régulières dépend effectivement de la bonne santé des téléphones. Est-ce que ces téléphones, et pas tous, étaient détériorés? Mais voilà.
Alors, le préfet a fait appel, on verra ce qui va se passer, mais c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive ce qui se passe dans notre cher et doux pays entre le moment où on les garde en centre de rétention, pour les libérer après, s'il y a à les libérer, le problème n'est pas là. Mais voilà, un téléphone, oui, vous comprenez, un téléphone détérioré, ça ne va plus du tout, même si on le répare au bout de 24 heures ou 48 heures. Voilà, ça s'appelle la France, on est en 2024 et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait Pangloss chez un certain Voltaire. On marque une courte pause dans Berkov dans tous ses états. On se retrouve après les infos de 13h. On va parler de Julian Assange et puis on parlera de politique dans le face-à-face, vous l'entendrez. Et je sais que ça va vous faire réagir. 0826 300 300 pour poser toutes vos questions à Gaël Brustier qui sera notre invité. À tout de suite sur Sud Radio. Historique, culturelle, gastronomique, dynamique, innovante, étudiante, économique, cosmopolite, créative. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et en février prochain, on saura si la Cour de Londres, la Haute Cour de Londres, va laisser et autoriser l'extradition du plus grand lanceur d'alerte, du plus célèbre des lanceurs d'alerte, Julian Assange, aux États-Unis, où il serait condamné à 175 ans de prison. Oui, 175 ans de prison. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et libérer, délivrer, c'est bien dans les fables, c'est bien dans les fabliaux. Mais comment c'est effectivement dans la vraie vie ? Eh bien, dans la vraie vie, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui est âgé de 52 ans, qui a passé 7 ans dans l'ambassade équatorienne à Londres, parce que sinon il aurait été extradé, il était réfugié là, avant d'être expulsé et emprisonné depuis 2019 dans une prison de la banlieue de Londres, prison de haute sécurité, pour avoir enfreint les conditions de sa libération sous caution, paraît-il. Voilà, et il va être effectivement jugé, c'est le jugement presque de la dernière chance, pour empêcher son extradition vers les États-Unis. Victor Dédage, bonjour. Bonjour, monsieur Berkov. Bonjour, vous êtes cofondateur du comité de soutien français de Julian Assange. C'est vraiment le jugement de la dernière chance, à votre avis ? En tout cas, c'est annoncé comme tel parce que les juges vont en fait décider si Julian Assange aura le droit de faire appel. Puisque jusqu'à présent, on lui a refusé le droit de faire appel. Donc il ne s'agit pas d'un procès d'appel. En fait, après ces journées, on ne sait pas exactement quand est-ce que les juges vont se prononcer. Est-ce que c'est le jour même ? Est-ce que c'est dans 8 mois ? Est-ce que c'est dans 3 mois ? Ah, on ne sait pas, oui. Non, apparemment c'est impossible de savoir. Et selon la décision, évidemment, soit c'est refusé. À ce moment-là, il ne reste qu'à Julian Assange que le recours à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la dernière instance en l'occurrence. Mais là aussi, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce que la Grande-Bretagne va se sentir tenue par les décisions ? Est-ce qu'elle va même suspendre la procédure dans le cadre du Brexit ? Il a déjà été discuté de quitter la Cour des droits de l'homme. Donc on ne sait pas trop quelle sera la réaction. Évidemment, si l'appel est accepté, à ce moment-là, ça repousse d'autant l'affaire. Beaucoup de nous pensons qu'en fait, ils vont tout faire pour reporter une décision finale après les élections présidentielles pour des raisons stratégiques. Pour les élections présidentielles américaines, vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Oui, effectivement, Et pour le moment, il est en prison, il est toujours en prison. Il était en prison depuis 4-5 ans, maintenant en préventif, dans une prison de haute sécurité, en isolement, ce qui est un cas unique en Europe occidentale, unique dans la situation présente et unique aussi dans l'histoire de l'Occident. On n'a jamais vu un journaliste dans une prison de haute sécurité en préventif. Je voudrais corriger une toute petite chose. Dans votre introduction, vous appelez Julian Assange, vous l'avez appelé un lanceur d'alerte. C'est une erreur communément admise. Julian Assange n'est pas un lanceur d'alerte, c'est un journaliste. Il est membre du syndicat de journalistes
journalistes australiens. Il est membre honoraire de 18 syndicats journalistes. Il est défendu par la quasi-totalité des syndicats de journalistes, par la Fédération internationale de journalistes. Et Victor Dédage, moi je voulais vous dire que lanceur d'alerte, c'est aussi important que journaliste. Moi je ne fais pas de hiérarchie des titres, et je crois que le fait que ce qu'a fait, effectivement, vous avez tout à fait raison de le rappeler, mais ce qu'a fait Julian Assange dans le cas de Wikileaks et toutes ces révélations, je crois que c'est ça le plus important. Effectivement, il a fait un métier de journaliste, on est bien d'accord. Et vous, alors aujourd'hui, il est dans quel état, enfin de santé Alors, pendant longtemps, les bulletins de santé étaient relativement catastrophiques. Rappelons que lors de certaines audiences, il était si mal en point qu'il ne se souvenait ou avait du mal à se souvenir de sa date de naissance et de son nom. Que lors d'une autre audience, il a fait une mini-attaque cérébrale en direct, sans que ça soulève les sourcils des juges. Là, apparemment, les dernières personnes qui l'ont visité, notamment Cédric Villani, qui a été le voir récemment, et même le journaliste américain ultra connu Tucker Carlson, semble indiquer qu'il est en meilleure santé. Alors, ce qui fait dire à certains qu'ils sont en train de le rabibocher pour pouvoir l'extrader tranquillement sans qu'il donne des signes trop... Alors, juste un mot encore, Victor Dédage. Écoutez, on va évidemment suivre cela et espérons que quelque chose se passe enfin dans le bon sens et dans l'espoir. ITAC que vous allez présenter à l'Assemblée nationale mercredi soir. Est-ce que, je veux dire, il y a cette projection-là, ITAC est donc un peu le récit de ce qui s'est passé, c'est ça ? Ithaca est un documentaire qui a été tourné sur 2 ans par Ben Lawrence, qui est un cinéaste australien, qui est un peu un documentaire cinéma-vérité, si vous voulez, caméra sur l'épaule, qui a suivi le combat de la famille de Julian Assange. C'est un angle qui est différent de celui de Hacking Justice. D'accord. Le personnage principal, on pourrait dire que c'est le père de Julian Assange, mais je dirais plutôt que c'est le fil conducteur de ce récit qui permet de voir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et ce documentaire a eu comme particularité, qui est sorti en 2021, de retourner littéralement l'opinion publique australienne. Il a été diffusé en Australie il est sorti juste avant la campagne électorale, et ce qui a poussé les politiciens australiens à prendre position, et d'un seul coup on l'a réalisé, on s'est rendu compte, si vous voulez, qu'après une chape de silence, que les Australiens étaient plutôt favorables à la libération de Julian Assange, et que l'opinion publique, selon les sondages maintenant, sont à 80% en sa faveur, ce qui fait que la pression est forte. C'est un film qui a fait vraiment... Et il est projeté en France ? Il est projeté en France ? Alors, il a été projeté par l'Espace Saint-Michel, qui a été précurseur aussi dans la projection de Hacking Justice. Il y a quelques séances qui sont en train d'être programmées. Ça commence tout doucement. Il vient d'être traduit et diffusé par les butins de Tanger, comme Hacking Justice. On peut de toute façon le voir sur le site, le télécharger en VOD sur le site Cinémutin avec un s.org ou les mutins. Cinémutin, c'est ça ? Oui, c'est ça. On peut le télécharger. Cinémutin.org avec mutin au pluriel. Au pluriel, exactement. Donc on peut le voir, il est en VO sous-titré. Et c'est un film qui donne vraiment un aperçu, qui apprend des choses. C'est pas simplement voici la vie de la femme et de le père de Julian Assange. Il y a des informations ultra précises qui sont indiquées. Et ça donne surtout un aperçu des conditions de combat d'une famille contre tout le monde, contre le département de justice américain, contre le Pentagone, contre le gouvernement, même contre l'institution judiciaire britannique, En tout cas, c'est vraiment important que ces combats soient menés. Est-ce que je peux signaler la sortie d'un livre très récent qui vaut la peine? Ça a été écrit par Stefania Maurizi, qui est une journaliste italienne qui travaillait pour La Repubblica, qui suit l'affaire, qui a suivi l'affaire, qui a fait partie de l'équipe de Wikileaks, pour ainsi dire, depuis le début. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle L'affaire Wikileaks, qui est sorti en janvier 2024 aux éditions Agone. L'édition Agone, c'est ça, oui. L'édition Agone, A-G-O-N-E. D'accord, oui, je connais. Voilà. Et elle raconte, ça se lit comme un roman policier. J'ai lu personnellement que le premier chapitre, mais ceux qui l'ont lu... Mais de toute façon, Victor Dédage, toute l'histoire se lit comme un roman policier. Exactement. Et c'est le drame effectivement, quand le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté comme chantait Guy Béard. Merci Victor Dédage. Non, vous pouvez pas, là, malheureusement, on en a parlé. Je sais que vous pouvez parler pendant 1 heure et beaucoup de choses à dire, mais non, en tout cas, je vous remercie, là. Je crois qu'on a fait passer le message. Et c'est le plus important. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h12 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Gaël Brustier qui vient nous voir pour ce nouveau livre, Les analphabètes au pouvoir, c'est aux éditions du Cerf. Bonjour Gaël Brustier. Bonjour.
Alors Gaël Brustier, c'est un petit livre, mais c'est un petit livre uniquement par la taille. Hein. C'est un livre important sur le fond, et c'est intéressant parce que j'utilise analphabètes au pouvoir. Je me dis, Gaël Brustier va se livrer à une espèce de jeu de massacre ou de tir au pigeon sur les volatiles qui nous gouvernent. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Vous nous parlez du Père Joseph. Vous nous dites, écoutez, c'est très bien de parler d'aujourd'hui, du présent, etc. Mais il y a eu des gens comme le Père Joseph, qui a été l'éminence grise de Richelieu, sous Louis XIII, je le rappelle, hein. Et vous dites, eh bien, ça, c'est le plus important. C'est, en tout cas, si on veut se référer à des gens. Et vous parlez de Saint François d'Assise, le saint, hein, le Saint François d'Assise. Et vous rappelez qu'il a exactement 800 ans, en 1224, il a écrit Laudato Si, et vous dites, si vous avez des enseignements à tirer pour l'époque d'aujourd'hui, c'est un peu le fond du bouquin, eh bien référez-vous au Père Joseph et à Saint François d'Assise. Expliquez-vous. C'est un livre d'abord qui vient de loin, c'est-à-dire que j'ai été politologue sur un certain nombre d'antennes, sur des soirées électorales, etc., etc. Et puis tout ça m'a paru manquer de sens, et donc j'ai patienté beaucoup avant de trouver la clé, en fait, d'un livre, d'un petit livre qui se voulait un petit peu un remède pour moi-même, mais aussi qui était l'explication de ce que c'est que la politique. Et c'est vrai que je l'ai trouvé chez les franciscains, parce que j'ai quelques amis franciscains qui sont des moines, enfin des religieux, pas des moines. Et chez les capucins. Chez les capucins. J'embrasse le père Jean-Marcel Rossini à Lourdes. Et en fait, au retour de Lourdes, je me suis dit, c'est en fait la clé est quand même là. J'ai trouvé qu'il y avait une explication en fait de la politique. Chez le Père Joseph, en fait, je l'ai redécouvert parce que moi je l'avais beaucoup aimé quand j'étais adolescent. Et puis, et vous l'avez redécouvert là, enfin à cette occasion, vous avez dit. À cette occasion, je me suis dit, c'est en fait l'appréhension du temps long, l'appréhension de la politique, des rapports de force internationaux, il y a beaucoup de choses chez le Père Joseph qui sont très intéressantes. On va en parler justement après cette petite pause, et on va justement vraiment que vous nous racontiez, enfin, cet enseignement ou ces enseignements, que ce soit chez les franciscains ou les capucins ou autres, et qu'est-ce que justement ce temps long qu'on ne semble plus connaître aujourd'hui. Ici, ça a presque l'impression d'une espèce de monstre du Loch Ness, et pourtant c'est essentiel, effectivement, vous le dites. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On a une grande famille sur Sud Radio, et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Gaël Brustier, les analphabètes au pouvoir, aux éditions du Cerf. Alors, Gaël Brustier, je voudrais qu'on revienne effectivement sur ce qu'était, parce que vous parlez en fait, tout votre livre, c'est encore une fois, ce n'est pas un tir au pigeon, ce n'est pas un portrait des princes qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés ou qui aspirent à le faire. C'est un portrait justement totalement en antiphrase, je dirais. C'est le creux essentiel, le dessin caché de la tapisserie. Qui était le Père Joseph, justement, ce conseiller qui attendez, au temps où la monarchie était celle qu'elle était, au moment où le cardinal de Richelieu était celui qu'on sait, qui était-il? Le Père Joseph, c'est un capucin. Donc les capucins sont en 1528 une réforme en fait du franciscanisme. Et ça, il dérive du franciscanisme. Il dérive du franciscanisme. Ce sont les franciscains, c'est une espèce de franciscanisme radical. Et le Père Joseph, François-Marie du Tremblay, devient religieux contre sa mère.
il devient religieux contre sa mère, et il devient petit à petit le conseiller principal et l'ami du cardinal de Richelieu. C'est-à-dire que... et ça s'est fait comment? Par rencontre? C'est la rencontre, enfin... Oui, parce que il est très proche du fondateur des oratoriens français. Il est aussi proche de Richelieu, et il passe son temps nu-pied. Physiquement nu-pied, enfin des sandales. Il avait des sandales, oui. Ouais, bien sûr. Pas totalement nu-pied, mais il avait des sandales. Conditions de pauvreté, enfin de pauvreté très austère, très modeste. C'est un enfant de la noblesse qui fait un choix de pauvreté. D'accord. Et il devient le principal conseiller de Richelieu. Et il négocie avec... il est catholique. Il est dans la contre-réforme catholique. Mais en fait, il est... c'est d'abord un politique. C'est le parti des politiques qu'on retrouve aujourd'hui à la Nouvelle Action Royaliste chez Bertrand Renouvain, mais des gens comme ça. Mais lui, il est dans ce courant-là, en fait. Et il fait la paix avec des princes allemands qui sont des protestants. Il va en Allemagne, il négocie. Parfois, Richelieu n'est pas très content de ces négociations, mais il négocie au nom de la France, quand même, c'est ça. Il négocie au nom de la France. Il négocie au nom de la France. Et alors, la politique pour lui, c'est intéressant. Comment, pour justement le père Joseph et des gens comme lui, c'était quoi la politique? C'est toujours évidemment l'art de la négociation, l'art de la manœuvre, etc. Normal, la stratégie, la tactique. C'est garantir à la nation. Ouais. Le temps long. Je crois que le père Joseph était quelqu'un qui était très inspiré par l'idée d'installer le temps long dans la politique de la France. Qu'est-ce que vous appelez le temps long? Le temps long, c'est les invariants, c'est-à-dire que ce qui ne change pas, c'est ce qui ne change pas, c'est à la fois la géographie, ce sont des comportements sociaux auxquels il était très sensible, et donc c'est tout ce qui manque aujourd'hui aux hommes politiques français. Oui, c'est ça. Ça doit être très sympathique d'ailleurs, mais ils n'ont pas beaucoup de vision de temps long. Donc c'est pour ça que ça m'est apparu très intéressant de rencontrer cet homme, d'aller à sa recherche et de dire oui, on peut faire une politique du temps long. Est-ce qu'on peut, alors justement, Gaël Brustier, c'est la question qu'on peut se poser en lisant votre bouquin, est-ce qu'à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure du monde globalisé, à l'heure où les chaînes d'information 24 heures sur 24 donnent le tout et n'importe quoi, il faut au contraire justement que des hommes d'État ou des femmes d'État est-ce qu'il faut une force, je dirais, spéciale pour eux s'articuler sur le temps long, puisqu'ils réagissent un peu en chien de Pavlov? Oui, ils sont. Je connais beaucoup de femmes et d'hommes politiques que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Oui, au sens au demeurant personnel. Mais je remarque une chose, c'est qu'ils sont tout à fait dépendants de Twitter, de l'immédiateté des chaînes d'infos. Et que ça ruine en fait leur discours. Ce sont souvent des gens plus profonds que ce qu'on croit, mais ils ont une incapacité à penser le temps long qui ruine en vérité leur discours politique. Mais d'où vient cette incapacité ? Twitter, je pense que... Enfin, Twitter, s'ils sont intelligents, ils savent qu'à me gérer, ça se gère, Twitter. C'est pas une drogue dure totale. C'est une drogue dure. C'est une drogue dure. C'est une drogue dure. Si vous vous déconnectez pas de Twitter, honnêtement, c'est très compliqué. Ouais. Mais ce sont des gens qui... effectivement, sont connectés à Twitter, sont connectés à l'immédiateté, sont connectés à la déclaration intempestive. Je peux en citer de l'extrême gauche à l'extrême droite, j'ai beaucoup d'amis qui sont des gens complètement dépendants. Addicts complets. Totalement addicts. Ouais. Et alors justement, qu'est-ce qui fait... alors vous parlez justement du Père Joseph, vous parlez de Saint François d'Assise,
Mais 2024, et ce n'est pas nouveau, on est en pleine période, et pas seulement la France, de déchristianisation à outrance. Donc, est-ce qu'il faut la foi, FOI bien sûr, pour retrouver le temps long ? Je pense qu'il faut de la spiritualité. C'est ce que j'avais dit un jour dans la vie. Révolution d'accord, révolution spirituelle d'abord. Je pense que effectivement, il faut faire une révolution spirituelle dans nos sociétés. Le matérialisme libéral, le matérialisme marxiste n'ont pas fait leurs preuves. Et je pense qu'il faut effectivement revenir à quelque chose de plus profond, qui embrasse le temps long. Et c'est vrai que je pense, je suis très peut-être quelques amis, mais je pense que il y a des formes sociales qui ont fait leurs preuves et qu'il faut les retrouver. Il faut aller à la recherche de ces formes sociales qui sont pour moi primordiales. Justement, on va en parler parce que allons dans le tuf même des choses. Nous vivons aujourd'hui le message justement passé. Quel type de forme sociale? On a vu ce qui s'est passé avec les agriculteurs. Le temps long, hein. S'il y a quelqu'un qui pratique le temps long, ils sont obligés. Ce sont bien les agriculteurs, par exemple, mais il y en a d'autres aussi. Comment faire? Quelle forme sociale devons-nous rapporter, de nouveau exaucer avec un H? On en parle tout de suite après cette petite pause. On en parle avec Gaël Brustier, avec vous au 0826 300 300 pour nous appeler, pour envoyer toutes vos questions et vos interrogations. 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. À l'heure effectivement de la nanoseconde, à l'heure des ChatGPT, à l'heure du transhumanisme, du wokisme et autres, comment peut-on retrouver effectivement l'enseignement, que ce soit du Père Joseph, que ce soit de Saint François d'Assise, et que ce soit surtout ce que vous avez appelé, Gaël Brustier, dans votre livre. Vous posez beaucoup de questions et vous y répondez. Parfois le temps long. Alors, aujourd'hui, par exemple, dans l'univers où nous vivons, et on l'a vu encore une fois avec les agriculteurs sans s'y appesantir, quelles sont ces formes sociales qui nous permettraient de retrouver cette durée et retrouver effectivement ces invariants dont beaucoup de gens ont l'impression qu'ils ont été perdus corps et biens? Il y a des formes d'organisation sociale, que ce soit l'aménagement des paysages, que ce soit l'organisation de la vie des villages, que ce soit l'organisation tout simplement de la vie associative locale, etc., etc. Ce sont des formes d'organisation qui ont duré très longtemps et qui permettent ce qu'on appelle le vivre ensemble, un terme que je n'aime pas, mais qui permettent aux gens de se rencontrer et effectivement, j'ai toujours coutume de dire, la tradition est révolutionnaire. Ouais. Ça peut paraître très réactionnaire, hein, mais non, mais la tradition et la transmission de la tradition, c'est ça qui est, c'est très important. La transmission est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, oui, je pense que autant on a vu les agriculteurs manifester, ils portent en eux une forme de ruralité, mais il y a aussi dans les quartiers populaires, dans les quartiers tout court d'ailleurs, les quartiers, une forme de vie, d'entre-soi qui est très importante. Donc ça me semble très important, oui, de le souligner et de le faire vivre. Il faut le faire vivre. Oui, alors justement, mais quand vous citez les référents franciscains ou capucins dans un monde où, c'est pas généralisé, mais quand même où on a mis la carrière et l'argent au-dessus de tout,
les deux mamelles du monde, comment au moins arriver à endiguer la course vers l'abattoir, enfin l'abattoir, je parle de l'abattoir matériel total. Je pense qu'il faut une forme de profondeur intellectuelle et spirituelle pour échapper à un monde qui est un monde de l'immédiateté. On voit très bien, on a une jeunesse qui est totalement prisonnière des réseaux sociaux, qui est prisonnière des chaînes people, et je pense que la meilleure façon de s'en échapper, c'est d'avoir une projection dans le temps long. Et en ça, le franciscanisme, mais peut-être pas que le franciscanisme d'ailleurs. Non, bien sûr, mais c'est un exemple. Alors, en quoi justement, qu'est-ce qu'il donne, le franciscanisme ou le capucinisme? Enfin, c'est effectivement l'un est sorti de l'autre, mais qu'est-ce qu'il donne, si vous voulez, à la personne qui non seulement y croit, mais le pratique, l'incarne, l'acte? C'est la pauvreté, par choix. C'est le service. Aujourd'hui, les franciscains, que ce soit les capucins ou les deux autres obédiences, sont des gens qui sont pétris par l'esprit de service. S'occuper de l'autre, etc. S'occuper de l'autre, être extrêmement conscient, gens formidables, hein. Ils sont extrêmement conscients de la douleur de l'homme de la rue. Sont des gens qui sont à l'écoute, parce que c'est un ordre qui est très... faut rappeler que l'abbé Pierre était capucin, je crois, non? Non. L'abbé Pierre était capucin. Ça. Ses premières années, en 32, je crois, il était capucin. Et ça l'a inspiré. Il a été ensuite député de la Nation, mais il était capucin, oui. Et donc vous dites, oui, la pauvreté, en tout cas, enfin pas l'austérité, mais la pauvreté, c'est pas la même chose. Le service de l'autre, et être en fait très ouvert à ce qui se passe un peu partout dans le monde, où c'est plutôt le côté là. Je dirais pas les antipodes. Ce ne sont pas des trappistes, quoi. Ils ne s'enferment pas. Non, parce qu'en fait, c'est un ordre qui vit... les trappistes vivent dans des abbayes où ils sont enfermés. Hein. Bien sûr. Ce qui est tout à fait louable et noble. Donc, vous allez à Lérins ou à ces fonds dans l'Allier, et sont des gens qui sont des hommes qui sont enfermés. Non, les capucins, c'est pas ça. Ils sont dans la ville. Le principe en fait du capucinisme et du franciscanisme, c'est d'occuper les villes et d'être au plus près des plus pauvres. C'est ça. Et donc ils sont très discrets, mais ce sont des hommes qui sont à l'écoute des plus pauvres. Mais alors, quels sont les rapports, justement, vous parlez de l'abbé Pierre, qui est député, hein, oui, on ne remonte pas là au Père Joseph, ou à 800 ans en arrière avec Saint François d'Assise, mais donc, vous êtes vous-même conseiller, et puis vous envisagez, on en parlera effectivement, d'aller vers la robe de Bure, en tout cas, pas seulement métaphoriquement, mais ce que je veux savoir, Gaël Brustier, c'est que, aujourd'hui, pourquoi faut poser la question, si dans les gens que vous connaissez, on en connaît, hommes politiques ou femmes politiques, voyez-vous quelqu'un qui se rapproche, très franchement, mais sincèrement, de ces idéaux-là et de ces cohérences? Alors, il y a deux choses. Il y a l'affection que je porte à beaucoup de monde. Oui. Et la confiance que je fais dans le message digne du Père Joseph. Non, j'en vois pas beaucoup. Et pourtant, je les aime beaucoup. Oui, je comprends, mais ça n'a... La cité, je vous ai cité tout à l'heure quelqu'un que vous connaissez, qui est beaucoup plus désintéressé que ce qui paraît. Mais on peut le nommer. Julien Drey. Vous parlez de Julien Drey, oui. C'est vrai. Enfin, Julien Drey n'a plus une action politique aujourd'hui. Oh, quand même, il s'occupe pas mal. Ouais. Type extraordinaire, que j'adore. Ouais. Et puis, j'en connais beaucoup d'autres. Très, très bien. T'es très ami avec Mathias Fekl, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur. Ouais. Voilà. Mais...
Non mais est-ce que c'est possible? En fait, posons la question autrement, parce qu'on va pas faire d'énumération. Je pense que c'est possible. Vous pensez que c'est possible? Je pense que c'est possible, mais qu'il faut faire quelques efforts. Ouais. Voilà. Quels efforts? Parce que, si vous voulez, je me lance, enfin moi, mettons, pénétrer loin. Oui, des valeurs de franciscaines ou capucines ou autres. Et je me lance en politique, ou je suis dans la politique. Et évidemment, si je me balade pieds nus en robe de bure, je ne sais pas si ça passera. Mais sur les idées et sur, si vous voulez, l'éthique, est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est possible pour vous? Oui, je pense. Ouais. Oui, je pense. Je pense que ça demande beaucoup d'efforts. C'est-à-dire qu'il faut. Je pense que celui qui changera la France mourra pauvre. Ah ouais. Et c'est ce que j'avais dit à un ami, ancien ministre de l'Intérieur. Il fera pas fortune. Mais tu sais, si on change la France, c'est qu'on mourra pauvre. Mais non, je pense effectivement que c'est possible, mais il faut faire énormément d'efforts sur soi. C'est très compliqué. Très compliqué parce que on vit dans une société tout à fait matérialiste, consumériste, où le succès se mesure à l'aune de l'argent, etc., etc. Et effectivement, il faut faire beaucoup d'efforts sur soi pour être un homme d'État qui serve en fait le peuple français. Et c'est pas donné à tout le monde. Et je ne suis même pas sûr que moi, si j'étais en situation, j'en serais capable. Oui, on ne peut pas personne ne peut être sûr avant d'avoir effectivement sauté le pas. Mais vous, encore une fois, vous êtes conseiller politique, vous l'avez été, vous êtes essayiste, vous connaissez beaucoup de monde. Est-ce que le système tel qu'il existe aujourd'hui permettrait à quelqu'un qui, effectivement, très sincèrement, et qui aurait les capacités à la fois intellectuelles, de courage, de colonne vertébrale et de volonté d'appliquer cela, est-ce qu'on lui permettrait d'arriver à... Je pense pas. Vous pensez pas, hein? On l'empêcherait quand même. Je pense qu'on l'empêcherait, c'est-à-dire que la vertu, au sens de Robespierre, qui est de mettre le bien commun au-dessus de son destin. Ouais, le bien commun. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Oui, mais c'est grave. Enfin, c'est assez terrifiant quand même de savoir que le bien commun, ça ne marche plus. Donc, nous sommes dans des monades atomisées, nous sommes dans soit des communautés, soit des groupes, chacun voyant son petit intérêt ou son grand intérêt. Oui, je pense qu'en fait, on confond le destin avec la carrière. Et c'est vrai que beaucoup de femmes et d'hommes politiques, que j'aime beaucoup d'ailleurs, de gauche à droite. Vous l'avez dit, on n'en doute pas. J'aime beaucoup, comme ça. Mais ils mettent en fait leur destin sous leur carrière. C'est ça. Ils ont plutôt envie de faire carrière. Il faut assurer la gamelle. C'est très compliqué aussi, la vie. Mais voilà. Oui, mais attendez, le problème, c'est pas Charles de Gaulle, en fait. Oui. En fait, le dernier des Mohicans, c'était Charles de Gaulle, quoi, pour vous. Enfin, le dernier qui non, c'était Charles Pasqua. Mais non, je veux dire, quelqu'un qui a été au pouvoir et qui applique ces vertus-là. À votre avis, c'est, enfin, en tout cas. Oui, bah, il y avait de Gaulle, mais il y avait Blum. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde qui ont été tout à fait des gens de la résistance. Bien sûr. Voilà. Mais pourquoi aujourd'hui, je ne vois pas d'homme politique qui soit tout à fait enclin en fait à embrasser un destin qui surmonte sa carrière. C'est ça. Ils sont très obsédés par leur carrière, quand même. Oui, ça c'est le moins qu'on l'entrée dans des boîtes. Et par rapport à la gamelle, ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est intéressant parce que regardez, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis assez, mais c'est pas en France, hein, c'est en Amérique. Encore une fois, quel que soit le jugement qu'on ait pour eux, prenez quelqu'un comme Trump ou comme Elon Musk.
C'est très intéressant, multimilliardaires qui auraient pu tout à fait continuer à faire leur carrière, l'un dans l'immobilier où ils gagnaient énormément d'argent, l'autre dans le Tesla, les voitures, etc. Attention, ce ne sont pas ni les franciscains ni les capucins, ce sont des hommes d'affaires, des businessmen. Mais l'un achète Twitter. Trump n'est pas très capucin. Oui. Pardon ? Non, Trump n'est pas très capucin. Non, pas vraiment capucin. Mais il a quitté sa zone de confort. Parce que franchement, il avait tout à perdre d'être président. Il a perdu beaucoup d'argent d'ailleurs. Hein ? Il a perdu beaucoup d'argent. Bien sûr, il a perdu des centaines de millions. Mais c'est pour ça que je vous en parle maintenant. On a l'air d'être très loin, mais on n'est pas si loin que ça. Musk, il a gagné énormément d'argent avec SpaceX. C'est le seul privé qui travaille pour la NASA à ce niveau. Tesla, encore une fois, j'ai aucun jugement de valeur là-dessus. Mais Twitter, ça lui rapporte pas. Twitter, il a acheté 44 milliards Twitter. On n'aime pas Twitter, on revient à Twitter, mais du point de vue de la boîte de Pandore qui a été ouverte, c'est intéressant. Je veux dire, pourquoi on n'a pas plus? Alors, je reviens de ça. Vous parlez d'un noble comme le père Joseph, qui aurait pu faire une carrière nobiliaire, et qui a embrassé la foi, la pauvreté, la robe de bure, mais qui en même temps a été un très grand conseiller du prince, puisque, bon, avec Richelieu, et puis il y en a d'autres. Qu'est-ce qui fait que c'est tellement difficile? Alors si, c'est difficile, hein, on le sait, mais moi je me dis, je cherche un homme, comme disait Diogène. La marque de réussite aujourd'hui, c'est l'argent, c'est la carrière, c'est d'être membre de conseil d'administration, etc., etc. Et donc, quand vous parlez à un politique, il n'a qu'une envie, c'est pas d'être réélu. Moi, j'ai connu Charles Pasqua et Chevènement, qui étaient des types qui considéraient leur circonscription. C'était voilà, ils avaient envie d'être réélus, ils avaient envie d'être en phase avec le peuple. Mais on est passé à une autre génération. Et cette autre génération, qui sont pour un certain nombre des copains d'ailleurs, mais ils n'ont absolument pas envie d'être réélus et d'être réélus. Ils ont simplement envie de siéger dans des conseils d'administration. Pourquoi ? Parce que ça fait bien, ça fait mieux qu'être à l'Assemblée nationale. La tête de l'Assemblée nationale, quand même, rend compréhensible leur défiance. Mais après, ce sont des gens qui pensent que la réussite passe par les conseils d'administration de grandes sociétés. Par les dividendes des actions, etc. Oui, c'est même pas l'argent. Je ne les soupçonne pas d'appétit pécunier, mais je les soupçonne grandement d'avoir envie de paraître comme étant un dirigeant d'entreprise. Ça les fascine, en fait. Aujourd'hui, la classe politique est fascinée par les conseils d'administration, on peut dire. L'ambition première d'un homme politique aujourd'hui, elle est effectivement de passer dans le privé. De passer dans le privé. Ouais. C'est un discours commun. Ils vous disent après je ferai du fric. Ouais, c'est ça, ouais. C'est très intéressant et ça promet des vous imaginez pas Michel Debré, non, c'est vrai. Couve de Murville, ni Pierre Messmer, des gens comme ça. C'est plus charmant de non, mais vous imaginez pas patron de boîte et vous dire maintenant je vais faire du fric. Jamais. C'est intéressant. Continuons à en parler avec Gaël Brustier. Tout de suite après cette petite pause, nous continuons. Et on vous donnera la parole 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h51 sur Sud Radio, toujours avec Gaël Brustier. Et nous accueillons Rémi qui nous appelle depuis Reims. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. On vous écoute Rémi. Merci à vous.
Donc en fait, moi, je voulais vous contacter parce que, c'est ma maman qui vous écoute. Oui. Elle vient me donner votre direct. Et en fait, elle m'a dit de vous écouter parce que je suis en plein. Il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie. J'étais très scientifique, intellectuel, zététicien, et je rejetais beaucoup la spiritualité, parce que pour moi, spiritualité, c'était égal à religion. Ouais. Et en fait, après 1 an et demi, après avoir vécu des choses vraiment compliquées, où j'étais perdu entre ce qui est le bien, le mal, comment vivre sa vie, est-ce qu'on est censé suivre le moule, est-ce qu'on est censé guider notre propre voie, mais est-ce qu'on est dans le bien, dans la vérité, des choses comme ça. Donc beaucoup de questions que j'ai toujours essayé de résoudre avec la philosophie, mais la philosophie apportait plus de questions que de réponses. Ouais. Exactement. Et donc, je me suis mis à la spiritualité récemment à travers. J'ai commencé tout simplement. J'ai lu le Nouveau Testament. Et depuis, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Torah. Évidemment, j'ai pas tout lu, mais. Non, mais je comprends. Et alors, oui. Et vous dites que donc cette quête vous a amené, vous a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, vous a fait du bien, disons, pour caricaturer, pour résumer en tout cas. Oui, voilà, exactement. Exactement, ça fait du bien parce qu'en fait, moi, ce que je pense que j'ai toujours recherché, c'est la vérité. Et en fait, j'ai l'impression maintenant d'arriver à voir un petit peu plus clair, d'avoir des compréhensions en plus d'un aspect primordial de notre condition humaine. Voilà, exactement. D'accord. La spiritualité. D'accord. Alors, Gaël Brustier, vous, on a parlé de spiritualité justement tout au long de l'émission aussi, puisqu'on parlait des capucins et des franciscains. La spiritualité, au fond, c'est vraiment ce dont on parle. C'est bien que Rémi nous en parle, parce que c'est ce dont on parle le moins. Je parle dans le langage. Dans le langage des cellules atmosphériques, dans le langage du. Non, je pense que c'est une quête qui est très belle, qui est tout à fait salvatrice en fait. Alors, moi, je suis très branché spiritualité franciscaine, mais il y a d'autres spiritualités. Je pense que dans une société qui est matérialiste, comme j'ai dit tout à l'heure, totalement matérialiste, c'est tout à fait sain d'avoir une réflexion spirituelle, d'avoir une réflexion d'abord intellectuelle et spirituelle. Qui aille au fond des choses, ça fait partie de l'essentiel. Ça fait partie de l'essentiel, mais vous ne trouvez pas de grands hommes sans... alors c'est pas pour plaider pour ma cause, mais vous ne trouvez pas de grands hommes sans quête spirituelle. On a peut-être... On remercie Rémi, on a Daniel de Castelnaudary. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Daniel. Daniel, nous n'avons plus Daniel. Je voulais vous poser une question plus personnelle à Gaël Brustier, parce que hors antenne m'avait dit que vous comptez effectivement embrasser le capucinisme, si je peux me permettre. C'est-à-dire, vous voulez quoi faire? Vous voulez être prêtre? Vous voulez c'est très intime, mais vous savez, c'est une démarche qui dure plusieurs années. Il faut faire œuvre de discernement et ensuite décider si oui ou non on est fait pour être religieux. Mon sentiment personnel, c'est que j'avance dans cette direction, mais c'est l'ordre qui décidera. D'accord. Ça fait quelques années que vous êtes... Ça fait 2 ans. 2 ans. Un an, exactement 1 an, mais en fait, la réflexion vient de 2 ans. De toute façon... C'est une démarche... D'abord, c'est une aventure. Ben oui. Et quelle aventure? Et c'est une aventure passionnante. Parce que on se découvre soi-même. Et puis, c'est vrai que j'ai une affection pour les capucins qui ne se dément pas semaine après semaine, qui sont des gens formidables. Et après, il faut être très humble. Et si j'entre là-dedans, ce sera avec beaucoup d'humilité. Et en fait, ce qui vous fera pas oublier le monde, au contraire. Non, j'ai plutôt un intérêt pour la chose publique et la politique. Et puis, comme je vous ai dit, on a parlé de Julien Drey, mais je suis quand même ami avec beaucoup d'hommes politiques, d'anciens ministres, etc., etc. Ça, c'est vrai. Et donc, je me passionne toujours un petit peu pour la chose publique.
mais j'ai pris beaucoup de distance. Oui, je vois. En tout cas, on le voit avec ce livre. Encore une fois, je le recommande, ce livre, Les analphabètes au pouvoir. C'est gentil. Moi, je l'aurais appelé effectivement Enquête du temps long, et j'aurais mis Les analphabètes au pouvoir en sous-titre. Mais vous savez pourquoi le titre ? Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'on trouve un titre, et le titre est venu du film Prof, où Bourseillet dirige le CDI, et donc c'est Les analphabètes au pouvoir de Zouki dans le film. D'accord. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Avec Jean-François Colosimo, on s'est dit tiens. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Merci en tout cas, c'est moi. Gaël Brustier. Les analphabètes au pouvoir aux éditions du CERF. Merci Gaël Brustier d'avoir été avec nous. André Berkoff, on se retrouve demain entre midi et 14h comme tous les jours. Tout de suite, c'est Brichelet sur Sud Radio. À demain. De Marseille à Bordeaux, de Montpellier à Paris ou à Toulouse, Sud Radio, Parlons Vrai, arrive dans le joyau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai.